À la une ce soir. Je veux être reconnu non coupable. Je suis non coupable. Probable erreur judiciaire. Daniel Jolivet, accusé de 4 meurtres en 1994, aura droit à un nouveau procès. Ce matin, on peut dire que la justice a battu l'injustice. Un pédophile qui opérait une cantine en Montérégie en face de 2 écoles est arrêté. Mon cœur de maman il a fait comme non, ça peut pas arriver. Aussi, ce soir, discours à la nation de Donald Trump, la Chine nie toute ingérence dans les élections américaines. The Chinese government wanted U.S. president to lose the next election, and the reason they wanted me to lose is because they knew I was wise to them. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée tout le monde, bon vendredi. Le dossier de Daniel Jolivet connaît à nouveau un développement majeur. Après avoir passé 33 ans derrière les barreaux, pendant lesquels il a toujours plaidé son innocence, eh bien l'homme d'une soixantaine d'années aura droit à un nouveau procès. C'est ce qu'a annoncé le ministre fédéral de la Justice aujourd'hui. Lily, Daniel Jolivet, ému, qui s'est adressé aux médias aujourd'hui, il espère maintenant être acquitté. Oui, un moment très fort en émotion quand l'homme de 68 ans a montré la lettre du ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, qui stipule qu'il y aurait eu des erreurs dans le verdict de culpabilité de 1994. Je rappelle que Jolivet a été condamné pour un quadruple meurtre survenu à Brossard en 92. Et comme tu le dis, il a toujours clamé son innocence. Jolivet dit avoir passé des moments difficiles depuis sa libération en décembre dernier. On peut l'écouter. C'est un travail qui n'a jamais cessé depuis le 14 novembre 1992. J'ai jamais cessé. Je veux être reconnu non coupable. Je suis non coupable. Puis je pense qu'on a été capable de démontrer au ministre de la Justice qu'il y avait des éléments qui faisaient en sorte que le document dont je suis possesseur le démontre très bien. M. Jolivet, il n'a pas eu un procès juste et équitable. S'il avait eu un procès juste et équitable, le jury aurait peut-être prononcé un verdict d'acquittement. C'est ce qu'il veut entendre. Et là, une décision du directeur des poursuites criminelles et pénales est donc attendue. Oui, parce que même si le ministre de la Justice a ordonné un nouveau procès, c'est pas garanti que ça va avoir lieu puisque la décision repose dans les mains du DPCP. Il faut rappeler que le premier procès remonte à il y a plus de 33 ans. Donc, il y a des témoins, il y a des preuves qui sont plus là aujourd'hui. On peut écouter le DPCP à ce sujet et suivi de Daniel Jolivet. Il y a 2 pouvoirs discrétionnaires principaux de la couronne. Le premier, c'est de déposer des accusations et le deuxième, c'est d'interrompre les accusations. Alors, dans les prochains mois, le DPCP, avec les partenaires policiers, va devoir procéder à une analyse exhaustive de la preuve. Alors, autant la preuve du premier procès, les éléments de preuve nouveaux. La particularité dans ce dossier-là, c'est que c'est 32 ans plus tard. Alors, il y a de la preuve qui sera peut-être plus disponible, il y a des nouveaux éléments de preuve qui vont devoir être pris en compte, mais il faut avoir un dossier complet parce qu'on parle quand même d'un dossier où 4 personnes ont été assassinées. Est-ce que vous espérez un nouveau procès ou vous aimeriez mieux qu'on abandonne les procédures? Non, je veux pas qu'on abandonne les procédures pantoute. Je veux un nouveau procès. On l'entend bien, hein? Daniel Jolivet tient à avoir mordicus un nouveau procès avec tout ce que ça implique et il compte bien y témoigner cette fois-ci. Oui, bien sûr, lui qui a été libéré au cours des derniers mois. Merci beaucoup, Lily. Merci. Bon, maintenant, c'est une histoire qui fait grandement réagir. Il y a un pédophile reconnu coupable d'agression sexuelle qui a réussi à ouvrir une cantine à quelques mètres à peine de 2 écoles. Dominique Quirion-Laroche, un délinquant à contrôler qui a même servi des mineurs pas plus tard que 7 semaines. Il a finalement été arrêté après une intervention de citoyens. Véronique Dubé. On se trouve à Saint-Jean-sur-Richelieu et depuis quelques jours, il y a de l'inquiétude. En fait, depuis l'ouverture de cette cantine, la cantine Saint-Jean. Fait que, honnêtement, mon cœur de maman il a fait comme non, ça peut pas arriver. Puis là, je suis partie en furie, si on peut dire. Là. Cette mère a alerté les médias. Ma fille, elle s'en va à une des 2 écoles qui est en face de la cantine l'année prochaine. La cantine est située juste à côté de l'école primaire et de l'école secondaire. Il vient de sortir de prison, il n'y a pas longtemps. Il s'en va ouvrir son commerce direct devant 2 écoles. La cantine est tenue par Dominique Quirion-Laroche, un homme reconnu coupable d'avoir agressé 2 enfants.
Il sort d'ailleurs de prison et il porte l'étiquette de délinquant dangereux à contrôler pour 20 ans. Je me souviens quand j'ai lu les articles que même il est allé jusqu'à accuser la petite fillette de ce qui s'est passé. Honnêtement, moi, je le perçois comme limite de la provocation, même du prêt à recommencer, à récidiver. Moi, je le vois comme étant je cherche ma prochaine victime. Lorsque nous avons contacté les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu en début de semaine, on nous a expliqué que l'homme ne brisait pas ses conditions malgré tout. Mais finalement, selon nos informations, il a été arrêté mercredi après-midi alors qu'il y avait des mineurs à l'intérieur de son commerce. C'est sûr que ça me soulage quand même. Après ça, je me dis, est-ce qu'il y aurait peut-être pu avoir un peu plus, dans le sens que moi, cet homme-là, il m'a quand même dit que ça faisait un petit peu plus d'1 an qu'il avait déjà le local à son nom de louer puis qu'il travaillait à ouvrir. Je peux comprendre que la Ville n'a pas nécessairement le temps de commencer à vérifier les antécédents de tout le monde, mais je me dis qu'il doit y avoir quelque chose à faire. Ce résident du secteur est sous choc et se demande comment ça se fait que la Ville a pu lui émettre un permis pour s'installer aussi près des 2 établissements scolaires. Les midis, les enfants de la polyvalente viennent manger à la cantine. Peut-être pas le primaire, parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir de cours, mais les secondaires ont le droit. Fait que les petites filles, les petits gars qui trouvaient que c'était assez loin. C'est quoi assez loin? C'était à 3 pieds, à 3 pas, puis t'es rendu. Là. Il devrait y avoir une implantation de système de puces. Tu sais, il y en a qui mettent des bracelets là, pour ceux qui sont vraiment récalcitrants. Implanter une puce, un collier, un bracelet, quelque chose pour avoir un point GPS, comme aux États-Unis. On n'avait pas de répit tant aussi longtemps que ce n'était pas fermé. Fait que là, c'est sûr, il a été arrêté à voir qu'est-ce qui est la suite. J'ose espérer que ça ne va pas réouvrir. Si c'est le cas, c'est sûr et certain que moi, je reviens en maman lionne parce qu'il n'y en a pas question, là. Dominique Quirion-Laroche a finalement comparu au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu pour avoir omis de se conformer à 4 ordonnances. Il est présentement remis en liberté sous certaines conditions et doit revenir en cours en septembre. À Saint-Jean-sur-Richelieu, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Maintenant, le panache de fumée causé par les feux de forêt en Ontario va se déplacer vers le Québec cette nuit. Ça pourrait donc détériorer la qualité de l'air, surtout dans l'ouest de la province. Mais la pollution pourrait se dissiper rapidement parce qu'on prévoit de la pluie et des orages. Il y a près quand même de 200 incendies qui sont actifs en Ontario, dont 81 brasiers toujours non maîtrisés. Il faut dire aussi qu'aux États-Unis, il y a plusieurs villes qui ont été plongées dans un épais voile de pollution. Et d'ailleurs, le président américain a critiqué aujourd'hui la gestion du Canada concernant la propagation de la fumée qui provient des feux de forêt aux États-Unis. Il a même déclaré sur Truth Social qu'il comptait téléphoner au premier ministre Mark Carney aujourd'hui. Pour en parler, je joins Antoine Yoshinaka, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de l'État de New York à Buffalo. Bonsoir, M. Yoshinaka. Bonsoir. Donc, là, il a dit le coût de cette pollution doit nécessairement être ajouté aux droits de douane que le Canada paie actuellement. Est-ce qu'on doit prendre ça quand même au sérieux, qu'il brandit encore la menace des droits de douane comme ça? Bien, écoutez, c'est un peu sa marque de commerce. Donald Trump il emploie la menace de tarifs comme levier pour tenter de forcer la main dans ce cas-ci, là, évidemment, du gouvernement canadien et même peut-être ontarien aussi. Ceci dit, c'est quand même ironique parce que, son message qu'on voit en ce moment, il dit que c'est les tarifs que le Canada paie actuellement, mais dans les faits, c'est évidemment le consommateur américain qui, ultimement, se fait refiler la note. On est à quelques mois des élections de mi-mandat. On sait que l'abordabilité, le coût de la vie, l'inflation, ça reste un enjeu majeur aux États-Unis. Donc, il faudrait peut-être prendre ça un peu avec un grain de sel dans la mesure où ce ne serait pas nécessairement la meilleure, disons, stratégie électorale d'imposer ce genre de coût supplémentaire-là à l'aube des élections. Ceci dit, il veut quand même se montrer le grand défenseur, évidemment, des Américains. Il y a des États limitrophes avec le Canada. Moi, je suis à Buffalo, donc je vois bien l'effet des feux, mais pensez au Michigan, par exemple. Et au Michigan, il y a des élections au poste de gouverneur, au poste de sénateur qui vont être très chaudement contestées. Donc, Donald Trump veut, évidemment, prouver aux Américains qu'il se tient debout face à toute menace, qu'elle soit dans ce cas-ci, environnementale ou autre.
Et c'est peut-être un moyen pour lui là, de dire, démontrer je cela. me tiens debout, là, encore une fois, vis-à-vis peut-être une potentielle autre menace. Cette fois-ci, on parle quand même de la fumée des feux de forêt. Là, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le discours à la nation qu'a prononcé hier Donald Trump. C'est quoi les répercussions d'une telle allocution qui a été remplie quand même de fausseté? Il parlait de l'ingérence avec la Chine. Ici aussi, il a dit que le système de vote américain serait facilement compromis. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça, là? Écoutez, on se pose évidemment la question, bon, pourquoi ce discours à ce moment-ci de l'année? Je pense que, d'une part, il y a, comme je mentionnais tantôt, les élections de mi-mandat qui arrivent à grands pas. Selon les sondages, les démocrates sont en avance présentement dans bon nombre de cas de circonscription. Ils sont peut-être prêts à reprendre la majorité à la Chambre des représentants. Le Sénat, ça va être plus difficile, mais tout ça pour dire que c'est fortement possible, sinon probable, que les républicains vont subir quand même un échec au niveau électoral. Et ce genre de discours hier que Donald Trump a prononcé, c'est peut-être un moyen, si vous voulez, de préparer le terrain, à dire qu'essentiellement les élections ont été truquées, il y a eu de la fraude, etc., de contester les résultats. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là qu'on doit considérer. L'autre élément, c'est évidemment, il l'a mentionné dans son... Monsieur Chinaka, vraiment, on aurait pu en parler vraiment pendant très, très longtemps, mais chose certaine, on sent vraiment qu'il veut préparer les élections de mi-mandat qui vont avoir lieu au mois de novembre prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Au plaisir. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Sabrina. Bon, j'ai parlé un petit peu plus tôt de ce fameux discours à la nation qu'a donné le Donald Trump hier soir. D'abord, toi, t'en as pensé quoi? Tu sais, Sabrina, ça fait plusieurs années que j'ai l'occasion de commenter la politique et les communications. Et à chaque fois que j'écoute Donald Trump, je me rends compte que la limite de ce qui est inacceptable continue à être acceptée finalement. Dans le cas de Donald Trump ici, on a un président qui décide volontairement de remettre en question une des bases de la démocratie américaine, qui est son système électoral, le fait avec des faits qui sont tout à fait vérifiables. Mais le problème, c'est l'histoire qu'il essaie de créer à travers ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que de vouloir instaurer ce genre de narratif-là à ce moment-ci, de vouloir convaincre les Américains que les élections sont potentiellement volées aux États-Unis, c'est pour préparer quoi? Et c'est ça la grande question, quelle va être la suite que Donald Trump va amener dans tout ça. Oui, possiblement pour préparer justement les mi-mandats qui s'en viennent au mois de novembre prochain. Donc, peut-être qu'on va s'attendre encore à entendre le fait que les élections vont avoir été truquées. Là, maintenant, j'ai envie qu'on laisse la politique des États-Unis. Vas-y, Victor. Je veux juste me permettre là-dessus, Sabrina, ce qui est inquiétant, c'est que on se rappelle quand même que c'est un président qui a déjà demandé à son vice-président d'empêcher l'assermentation de Joe Biden. Vrai. Et là, la question qui va se poser aux États-Unis, c'est est-ce que Donald Trump va empêcher la Chambre des représentants et le Sénat de siéger si elles ne vont pas du bord qu'il désire qu'elles aillent? Parce que c'est beaucoup plus simple d'empêcher deux chambres de siéger. Et vous savez, lorsque dans une démocratie, les représentants et le Sénat ne siègent plus, on est sur le bord de la dictature. Tout à fait, effectivement. Puis maintenant, bon, j'ai envie qu'on laisse les États-Unis de côté un petit peu pour parler d'un autre sujet. Bon, le gouvernement qui a finalement donné le feu vert pour la rénovation de l'intérieur du stade olympique. Qu'est-ce que ça représente, en fait, que finalement, on puisse rénover le fameux stade olympique? Je pense que la première chose, Sabrina, qui est importante, c'est qu'ici, on a un gouvernement qui a décidé que le stade olympique allait arrêter d'être une ruine perdue dans l'est de Montréal et qu'on allait essayer d'en faire quelque chose. Je pense sincèrement que ce sera probablement le plus grand legs montréalais de la coalition Avenir Québec. Ils auront réparé la toile et là, ils donnent le mandat de réparer l'intérieur. Enfin, nous aurons de la vie dans le stade olympique et ça veut dire l'est de Montréal au complet qui peut en bénéficier. Oui, le feu vert a été donné pour tout ce qui est des rénovations, mais le budget n'a pas été dévoilé encore. Est-ce que ça, c'est quand même un élément qui est inquiétant dans tout ça? Bien, c'est sûr que c'est un élément sur lequel on peut se questionner. Maintenant, l'explication est quand même intéressante. On dit du côté du gouvernement qu'on veut s'assurer que la Régie des installations olympiques a la latitude pour négocier avec ses fournisseurs. On sait qu'on veut remettre le terrain en rectangulaire, qu'on veut faire des investissements importants. Cependant, ce qu'il faudra voir, c'est que pendant les élections, la pression sera forte pour dévoiler ces chiffres-là. Espérons que les réponses seront présentes parce qu'on ne veut pas de surprises qui viennent faire dérailler cette rénovation qui est tellement importante, je le répète, pour la ville de Montréal, pour ses équipes et pour l'Est de la ville. Victor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon week-end. Bon week-end.
Bon, et justement, il y a 50 ans, les athlètes et les artistes entraient sur scène pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Montréal. Ça se passait donc en 1976, un événement historique pendant lequel la métropole a accueilli 6 millions de visiteurs. Et ceux qui étaient aux premières loges se rappellent ce moment hors du commun. Juliette Poirot. La flamme olympique s'est rallumée aujourd'hui à Montréal dans la vasque originale des Jeux olympiques de 1976 pour souligner le 50e anniversaire de cet événement historique qui a rassemblé des millions de personnes à l'époque. On parle d'environ 3 millions de personnes qui sont venues assister aux compétitions directement dans le stade olympique, d'un peu plus de 6 000 athlètes provenant de 92 pays qui sont venus performer et d'environ 1 milliard de personnes qui ont suivi l'événement un peu partout dans le monde, à la télé et à la radio. Alors, j'avais 19 ans, j'étais étudiant à l'Université de Montréal, aux études commerciales, mais j'étais déjà animateur à la radio les fins de semaine, à la radio commerciale, à CKAC. On avait besoin de gens en supplément pour couvrir toutes les disciplines. Alors, on m'avait sorti de mes émissions de fin de semaine pour couvrir le tournoi de volleyball. Et lorsqu'on apprend qu'on sera sur le terrain, c'est tout, hein, mais je vais utiliser un mot, je pense, qui résume tout, c'est émerveillement. On va flotter sur un nuage d'émerveillement pendant 14, 15, 16 jours. Et ça s'ancre en vous pour toujours. Vous ne perdez jamais ces sensations. Je vous en parle 50 ans plus tard et elles sont encore très, très vives pour moi. Moi, j'avais 23 ans. J'étais l'annonceur au Stade olympique pour la compétition d'athlétisme. Je te raconte l'histoire. Il y avait un conseiller spécial et on était en répétition pour les compétitions d'athlétisme, etc. Et il dit, vous pouvez faire des erreurs à ce moment-ci sans trop de problèmes. Mais lorsque les Jeux vont commencer, souvenez-vous que vous avez 1 milliard et quelques centaines de millions de personnes qui vont entendre votre voix et vous écouter. Ça a été un privilège pour moi que d'être là pendant ces journées absolument mémorables. Quand tu as 23 ans, tu dis, bon, c'est une entrée en matière absolument extraordinaire. Les Jeux olympiques de 1976 ont marqué un tournant dans le rayonnement du Québec et de Montréal à l'international, un legs qui se fait encore ressentir aujourd'hui. Avec des événements comme les Jeux olympiques, on n'a guère le choix que de dire, bon, on va utiliser tous les talents qu'on a. Et puis, la réputation a fait en sorte qu'on est demandé partout sur la scène internationale maintenant. Mais est-ce que Montréal pourrait à nouveau recevoir des Jeux olympiques dans les prochaines années? Tandis que Michel Lacroix pense que non, eh bien Pierre Roux, lui, a toujours ce rêve en tête, du moins pour les Jeux d'hiver. Je crois sincèrement qu'il est possible que Montréal soit ville olympique quelque part dans les 50 prochaines années. Je crois cependant que les Jeux d'hiver seraient plus réalistes. Et dans le cadre de ce 50e anniversaire, eh bien, plusieurs activités gratuites sont proposées par la ville, comme des expositions ou encore des spectacles. Mais une date à retenir, c'est vraiment le 1er août avec le grand spectacle qui s'intitule Feu sacré, qui sera présenté ici même sur l'esplanade du Parc olympique à 21h et c'est gratuit. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Bon, il fait beau, il fait chaud, c'est des vacances, mais les parents pensent déjà à la rentrée scolaire. Cette période peut être une source d'angoisse pour plusieurs familles qui n'ont pas les moyens de payer les fournitures scolaires qui sont nécessaires à leurs enfants. Bon, c'est pourquoi cette année, l'opération Sac à dos du regroupement Partage va permettre à 12 000 élèves québécois de commencer l'année scolaire avec tous les essentiels en main. Les sacs seront distribués à partir du 13 août prochain. 2 ans après l'acquisition de la franchise Juste pour rire, l'homme d'affaires Sylvain Parent-Bédard mesure l'impact qu'a le festival ailleurs dans le monde. Il y a des artistes des 4 coins du monde qui débarquent à Montréal juste pour vivre le rêve de l'humour. Et Marika Simard s'est intéressée à ce phénomène. Sylvain, tu as fait l'acquisition de Juste pour rire en 2024. Est-ce que tu avais mesuré l'ampleur de Juste pour rire ailleurs dans le monde? Définitivement pas. Je connaissais un peu l'ampleur de Juste pour rire dans la francophonie parce qu'avec Comédia, on était en France, en Suisse, en Belgique. Mais j'avais quand même pas mesuré l'ampleur de Juste pour rire dans la francophonie dans son ensemble, que ce soit dans les Antilles, les îles, en Afrique. Et on a réussi à regagner la confiance de l'industrie, des artistes, mais aussi des télédiffuseurs mondiaux. Anglophone et francophone. C'est un de mes meilleurs souvenirs sur scène, Montréal, l'année dernière. Je n'ai jamais vu un public aussi chaleureux et expressif que celui de Montréal. Donc, c'est juste égoïste. C'est pour mon ego que je suis revenu. On m'a vendu le public canadien, québécois, comme le meilleur public ever. Ils sont généreux, ils sont gentils. Qu'est-ce que ça représente dans une carrière comme la tienne de débarquer ici au festival Juste pour rire? Pour moi, c'est fou parce que Juste pour rire, je regardais ça quand j'avais genre
10 ans, 9 ans avec mes parents à la télé. Que ça arrive dans ma carrière aujourd'hui, c'est quand même assez fou. Je crois que je ne réalise pas que je suis là. On a des dépisteurs dans chacun des pays à travers le monde, dans plusieurs pays. On est une vingtaine en anglais, une vingtaine en français, qui parcourent le monde pour voir ce qui se passe sur scène. On a accès aux médias sociaux comme tout le monde, mais performer sur une scène live, en direct avec un public, versus te préparer, faire du montage et ou autre. Justement, quand tu as des recruteurs qui sont à l'étranger, qui vont voir des spectacles, qui rencontrent des artistes, qu'est-ce qui fait en sorte que celui-là, on le signe, celui-là, on attend un petit peu? Bon, assurément faire rire. Ça, Oui, c'est ben oui, une des la premières base. choses, OK, hein? check. C'est la base, check. Mais la singularité. La singularité de chaque artiste. Tu as une singularité, c'est-à-dire que tu es capable de faire des mots à l'envers. Dire les mots à l'envers, oui. Et j'ai envie qu'on le fasse ensemble avec des expressions québécoises. T'as le piton collé. Je le dis à l'envers d'abord. Ça, le notype est loc. Ça veut dire que tu pars à rire puis t'es plus capable d'arrêter de rire. J'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Iage, le ririos, U9, Uxuj, Xua, Celiero. Hey, celle-là était longue, là. Ouais, j'aime vos expressions, elles sont très métaphoriques. Tout comme Tom, toi, tu débarques ici au Québec avec non seulement ton sac à blagues, mais aussi toutes sortes de tours, toutes sortes de talents. Donc c'est un beau mix entre poésie, danse et rire. Je suis une personne queer et noire et en fait d'habiter la scène avec autant d'amplitude, autant d'espace, autant de grands gestes pour montrer qu'en fait je suis là. C'est quoi la proportion d'artistes qui proviennent du Canada, du Québec et des artistes qui viennent de l'international dans ta programmation? À Montréal, je vous dirais que c'est 75 international. C'est important d'offrir au public montréalais de voir quelque chose qu'ils n'ont pas la chance de voir à l'année. À Montréal, Marc Cassimard pour Nouveau Info. Que c'est le début des vacances de la construction. Le tiers des Québécois est en congé pendant ces 2 semaines. Et bien sûr, il y a la Sûreté du Québec qui lance un appel à la prudence. Ces patrouilleurs sont d'ailleurs déployés en grand nombre sur le réseau routier depuis aujourd'hui. La SQ va aussi augmenter ses patrouilles sur les plans d'eau et dans les sentiers. Puis la finale de la Coupe du monde de soccer, eh bien, c'est ce dimanche. Ça va être à partir de 15h. Et vous allez pouvoir regarder le match gratuitement dans la Fan Zone. C'est à la place du festival à Montréal. Il y a des écrans géants qui seront installés sur le site. Il y aura aussi un DJ, un bar et des concessions alimentaires. Des joueurs même du CF Montréal et des Roses qui seront sur place. L'événement qui est organisé par le festival Juste pour rire. Et ce soir, on va revenir sur l'affaire Daniel Jolivet, lui qui a été reconnu coupable d'un quadruple meurtre. Il aura droit à un nouveau procès. Alors voilà, nous on se retrouve dès 22h. À plus tard.